Bonjour, je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. J'ai également co-dirigé l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, dans lequel, avec quelques camarades, nous revenons justement sur l'histoire du néocolonialisme français et nous montrons comment, au moment des indépendances et entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est développé tout un système de mainmise de la France sur ses anciennes colonies. Une partie de ce système-là était liée au contexte de la guerre d'Algérie, qui éclate en 1954, et à la nécessité pour la France de garder le contrôle de réserves stratégiques qui avaient été identifiées au niveau du Sahel. Alors le Sahel, c'est une partie du Sahara, c'est un vaste espace qui est au centre-nord du continent africain, et qui, au moment de la colonisation, avait été partagé entre les Espagnols, ou le Sahara espagnol, la question sahraoui, les Britanniques, qui étaient présents notamment au Soudan, les Italiens, qui étaient présents en Libye, et les Français, donc au niveau de l'Algérie, au niveau du Mali, au niveau du Niger, donc de ce qu'on appelle un peu le Soudan français. C'est quelque chose qui est très important parce que ça permet de comprendre que le Sahel a été un espace au centre de la mondialisation, au centre du partage de l'Afrique, également au centre de la guerre froide. Et donc les différentes influences se sont croisées à ce niveau-là. Et à l'époque, l'enjeu pour la France, c'était de faire en sorte que l'Algérie soit isolée, de faire en sorte que l'Algérie ne puisse pas bénéficier d'un soutien des pays subsahariens, et de faire en sorte que l'Afrique du Nord soit connectée avec l'Europe dans un projet qui serait un projet eurafricain. Et un pays va se montrer un peu plus solidaire que les autres de la lutte du peuple algérien, ce sera le Mali de Modibo Keïta. Lorsque le Mali prend son indépendance en 1960, cela se fait dans la continuité d'un projet qui s'appelait la Fédération du Mali, qui réunissait le Sénégal et le Mali, mais qui devait être beaucoup plus large. Il devait également réunir le Niger et le Dahomey, le Bénin. Et le Mali, donc, en prenant son indépendance en 1960, septembre 1960, va opérer une rupture stratégique, politique et historique, puisque Modibo Keïta va exiger le départ de l'armée française. Donc l'armée française va quitter le Mali à l'indépendance. Il va sortir du franc CFA, donc le franc malien va être lancé, et il va mettre en place toute une politique panafricaine et socialiste, visant à faire du Mali une véritable puissance africaine. Malheureusement, au bout de quelques années, Modibo Keïta sera renversé par un coup d'État mené par Moussa Traoré et d'autres militaires, soutenus par la France. Et donc, le Mali va retomber dans le giron du néocolonialisme français. Jusqu'aux années 90, où il y aura un premier mouvement révolutionnaire avec Amadou Toumani Touré, Alpha Omar Konaré, le retour de ce qu'on appelle la démocratie. Et dans ce contexte-là, des années 90, 2000, sont apparus d'autres enjeux. Il y a notamment l'enjeu environnemental qui est apparu, la question de la sécheresse, la désertification, l'avancée du désert. L'enjeu de développement qui est apparu dans la région du Sahel dans les années 80 en lien avec la question de la pauvreté. Et également des enjeux de seconde indépendance qui sont apparus dans les années 80 dans un pays voisin du Mali, qui est le Burkina Faso, avec la révolution menée par Thomas Sankara, qui change le nom de son pays, la Haute-Volta, en Burkina Faso, mène une politique révolutionnaire anti-impérialiste, panafricaniste, qui se solidarise avec toutes les luttes des peuples opprimés, la Palestine, Cuba, les résistants, les combattants de l'apartheid et bien d'autres. Et Thomas Sankara va insuffler un espoir au niveau de la jeunesse africaine. Il sera assassiné en 1987 et il faudra attendre plus d'un quart de siècle pour que la jeunesse sankariste, l'insurrection populaire, renverse celui qu'il avait remplacé et assassiné d'une certaine manière avec le soutien de la France, c'est-à-dire Blaise Compaoré.
Et donc, depuis cette période 2014-2013, on a la conjonction de plusieurs choses. Au niveau du Mali, une guerre de déstabilisation qui est dans la continuité de la guerre de l'OTAN en Libye, l'agression de l'OTAN en Libye qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye de l'époque et qui a instauré sur le continent africain, dans la partie du Sahel, un règne qui met en avant les groupes armés et les groupes terroristes, après avoir déversé énormément d'armes sur cette partie du continent africain. Au sud du Mali, on a eu à peu près à la même époque la guerre de la France en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans les années 2000, connaît une période de crise. Laurent Gbagbo, qui est au pouvoir, est combattu par la France. Et en 2010, des élections ont lieu dans un contexte de division du pays et dans le cadre d'une crise électorale entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. La France intervient militairement, bombarde le palais présidentiel et installe au pouvoir Alassane Ouattara sans que les résultats des élections n'aient pu être réellement officialisés et validés proprement. Quelque chose qui est très important, c'est deux guerres en Côte d'Ivoire et en Libye, parce qu'elles ont relancé au niveau du panafricanisme une forme de résistance anti-impérialiste, une forme de sentiment d'injustice et d'impunité, et une volonté de repartir à la quête de ce qu'on appelle les secondes indépendances. La Côte d'Ivoire et la Libye sont également deux pays qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont des ressources et qui ont été victimes des guerres d'agression impérialistes. Dans les deux cas, on a aussi des pays qui ont joué un rôle historique dans la France-Afrique, tant et si bien que et le régime d'Abidjan avec Houphouët-Boigny et celui de Tripoli avec Kadhafi ne sont pas très loin des circonstances de l'assassinat de quelqu'un comme Thomas Sankara. Donc on voit bien en fait comment il y a une proximité entre l'anti-impérialisme et les reconfigurations de l'impérialisme. Après ces deux événements, ces deux guerres, donc on a toute une déstabilisation qui apparaît au niveau du Sahel, toute une prolifération de groupes armés et de groupes djihadistes, dont un certain nombre vont converger vers le Mali. Et le Mali va faire l'objet d'une division, d'une scission entre sa partie nord et le reste du pays, portée par un mouvement de libération de l'Azawad qui reprend à peu près le projet que la France avait au moment de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de couper le nord du Mali et le sud de l'Algérie et de créer un État qui aurait été un peu un État tampon et qui aurait été contrôlé par la France et dans le sous-sol duquel se trouvent d'importantes ressources stratégiques. La France est intervenue militairement, l'opération Serval qui est ensuite devenue Barkhane, pour soi-disant sauver le Mali de la disparition. Et la France va se mettre en position d'une armée d'occupation et décider de piloter la réponse militaire au niveau du Sahel. Alors c'est quelque chose qui a pas mal de conséquences politiques, puisque c'est en fonction des intérêts français, mais également américains, que les différents groupes armés qui opèrent en Afrique et dans le monde entier vont être classés de terroristes ou de non-terroristes. Et donc c'est à partir de la lunette sécuritaire occidentale que la guerre au Sahel va se développer. Cette lunette sécuritaire met l'accent principalement sur le volet militaire. Donc on va avoir une militarisation du Sahel qui s'inscrit dans une remilitarisation du continent africain. Et cette militarisation du Sahel va affaiblir davantage les possibilités de solutions politiques aux crises que connaissent les pays du Sahel. C'est-à-dire que tous ces conflits peuvent se régler par la discussion et par la négociation. Mais la position de l'Europe, c'est qu'il faut user de la force, c'est qu'on ne discute pas avec des terroristes. Or, au niveau des situations locales, on a déjà des formes de diplomatie et de résolution des conflits qui existaient, mais qui ne sont jamais prises en compte. Lors de la guerre de Libye, les Africains avaient un plan pour régler le conflit. Jean Ping, qui à l'époque présidait la commission de l'Union africaine, était prêt pour mettre en place une médiation. Mais c'est Nicolas Sarkozy
et d'autres dirigeants, notamment ceux de la coopération des pays du Golfe, qui lui ont interdit. Donc la question de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui touche au fait qu'on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de solution africaine à des problèmes africains. Et donc, la militarisation du Sahel, le rôle de la France qui va coordonner le G5 Sahel, donc la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, rentre réellement dans une forme de tutelle d'un impérialisme collectif sur une partie du continent africain, puisque si les Français sont en première ligne, eh bien les Américains sont derrière, comme on le verra plus tard avec la mise en place de l'importante base de drones au niveau du Niger et tout le travail autour des services de renseignement entre les pays enclavés et les pays côtiers comme le Togo, qui sont des bases pour le redéploiement stratégique de l'Africom en Afrique de l'Ouest. Le second pays qui, autour de 2013-2014, connaît également un tournant très important, c'est le Burkina Faso, avec l'insurrection populaire qui renverse Blaise Compaoré, qui va être suivie d'une longue période de, de transition, de remise en place des institutions, puis de coups d'État et de coups d'État dans le coup d'État, un peu comme au Mali, qui fait qu'aujourd'hui, au Mali comme au Burkina Faso, nous avons des militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont décidé d'opérer une rupture avec le système politique ancien, avec le vieux système politique clientéliste, jugé trop lié aux intérêts français ou trop distant de la défense des intérêts populaires, et également avec la France qui était la principale puissance tutélaire et la principale influence militaire. Alors moi, ma lecture, c'est de dire que l'arrivée au pouvoir de militaires au Niger, au Burkina Faso et au Mali est le co-résultat de la politique française. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France intervient au Sahel en mettant l'accent sur la solution militaire, on ne peut pas être surpris de voir arriver au pouvoir à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, des régimes militaires. Puisque les régimes politiques ont été totalement décrédibilisés, ils ont été totalement discrédités. Ils ont été aussi discrédités par le comportement des dirigeants français, la manière dont Jean-Yves Le Drian ou Catherine Colonna parlent aux dirigeants africains, la manière dont Emmanuel Macron, lors de son grand discours à Ouagadougou, se permet de demander au président burkinabé, sur le ton de la plaisanterie, d'aller réparer la climatisation. Donc il y a une désacralisation du pouvoir politique africain qui participe de l'humiliation des populations et des pays africains. Lorsque Macron rend visite aux soldats français au Nord Mali sans passer par Bamako, lorsqu'on interdit aux soldats maliens de participer à la reconquête de leur territoire, eh bien on humilie des hommes et des femmes qui se sont engagés et qui ont mis leur vie en jeu pour sauver et défendre la patrie. Et donc les coups d'État qui ont eu lieu, les prises de pouvoir par les militaires sont quelque part une conséquence aussi de cette lecture totalement dépassée des enjeux par la France. Une de mes positions, c'est de dire que plus on fait venir sur le sol africain des puissances étrangères, plus on renforce finalement la présence de l'impérialisme en Afrique. Et donc, il me semble très important que la dernière actualité au niveau du Sahel, c'est-à-dire la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, qui s'est faite en réponse à la menace de la CEDEAO, donc les États d'Afrique de l'Ouest, de mener une guerre au Niger pour réinstaller Bazoum et renverser donc les militaires, doit être comment dire, un cadre de réflexion et aussi un lieu à partir duquel repenser la défense panafricaine à partir du laboratoire du Sahel, mais également à partir d'autres espaces en Afrique qui sont confrontés à un impérialisme de longue durée. Je pense notamment à la République démocratique du Congo. On peut penser également à ce qui se passe au niveau de certaines zones de la Corne de l'Afrique. Et donc cette question de la sécurité, qui est essentielle pour le développement, elle doit être abordée tout en tenant compte, je pense, d'un certain nombre de paramètres et aussi de la différence de vision des enjeux entre les pays africains et les pays occidentaux. Et pour terminer, dans cette différence de vision des enjeux,
pour les pays occidentaux, dans la militarisation de l'Afrique et plus particulièrement du Sahel, il y a au centre du jeu la guerre contre l'immigration. Je pense que c'est un point qui n'est pas suffisamment mis en avant. La guerre de Libye, la militarisation du Sahel, tout cela rentre vraiment dans un contrôle des flux. Le fait qu'on a externalisé les frontières de l'Europe, que Niamey était notamment la base justement de toute cette politique migratoire européenne en Afrique, doit justement nous interpeller sur à qui précisément la guerre est-elle faite? Est-elle réellement faite à des groupes armés ou est-elle faite plutôt à des populations dont on convoite les richesses? Et c'est là précisément qu'il faut que nous travaillions pour vraiment démasquer, rappeler la véritable nature de l'impérialisme, qui est nature de prédation, qui est nature de promotion du capitalisme et qui est aussi une nature de mieux diviser, de continuer à diviser pour continuer à régner.